Ce jour-là, un homme que je ne connaissais pas m'a sauvé la vie. Il était 11 heures du matin. J'étais assise dans un petit atelier de réparation, rue de la Pompe, tenant le téléphone de ma belle-fille entre mes mains. Un appareil argenté, léger, qui vibrait encore de messages. Le technicien a inséré un câble. L'écran s'est allumé. Et là, son visage a changé. Il est devenu pâle, très pâle. Il a levé les yeux vers moi, comme s'il venait de voir quelque chose d'horrible. « Madame », sa voix tremblait. « Sortez d'ici maintenant. Rentrez chez vous. Annulez tous vos cartes bancaires. Tous, immédiatement. » J'ai cru qu'il plaisantait. « Pourquoi? Que se passe-t-il » Il a tourné l'écran vers moi. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Des messages, des documents, des plans, mon nom, mon adresse, mes comptes bancaires, ma pension de retraite, et une phrase écrite en lettres majuscules « Maison de retraite médicalisée, dossier incapacité mentale, Margot de Villiers ». Mon propre nom. Ma belle-fille, Céline, préparait mon internement. Je m'appelle Margot de Villiers. J'ai 70 ans. Je vis seule depuis la mort de mon mari, il y a 8 ans, dans un appartement du 16e arrondissement que nous avions acheté ensemble en 1982. Mon fils unique, Thomas, s'est marié il y a 6 ans avec Céline. Une femme élégante, souriante, toujours polie. Une femme que j'ai accueillie comme ma propre fille. Pendant 6 ans, elle m'a appelée « maman ». Pendant 6 ans, elle a pris le thé chez moi tous les mercredis. Pendant 6 ans, j'ai cru que j'avais enfin la famille que je n'avais jamais eue. Ce matin-là, Céline m'avait téléphoné, la voix douce comme toujours. « Maman, mon téléphone ne charge plus. J'ai un concert ce soir à l'Opéra Garnier. Je ne peux pas manquer ça. Pourriez-vous le porter chez le réparateur pour moi? Je vous rembourserai, bien sûr. » J'avais dit oui. Bien sûr que j'avais dit oui. On fait confiance à ceux qu'on aime, n'est-ce pas? Le technicien a posé sa main sur la mienne. « Madame, cette personne a installé un logiciel espion sur votre téléphone aussi. Elle accède à tout. Vos comptes, vos mails, vos contacts. Et ce que je vois ici, il a fait défiler l'écran. Des échanges avec un avocat, des formulaires de tutelle, un notaire, des évaluations psychiatriques falsifiées, mon testament, copié, modifié. Et pire encore. Un message envoyé à Thomas, mon fils, la veille au soir. Ta mère montre des signes de démence. Elle oublie tout. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Renaud mardi. Il faut agir vite avant qu'elle ne dilapide tout. Je n'oublie rien. Je n'ai jamais oublié. Mais elle écrivait ses mensonges à mon propre fils. Le technicien a fermé l'atelier à clé. Je vais tout copier sur une clé USB. Vous aurez besoin de preuves. Mais madame, faites très attention. Ces gens-là ne reculent devant rien. J'ai quitté l'atelier avec le téléphone de Céline dans mon sac et une clé USB dans ma poche. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de rage, mais aussi de quelque chose de plus profond, de trahison. Car ce matin-là, en marchant vers ma banque sous le ciel gris de Paris, je me suis souvenu d'une phrase que ma propre mère m'avait dite, il y a 50 ans. « Margot, méfie-toi toujours de ceux qui t'appellent « maman » sans en avoir le droit. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Avant cette matinée, j'avais une vie simple, pas extraordinaire, pas malheureuse non plus, juste paisible. Mon appartement du 16e sentait toujours la cire d'abeille et le thé Earl Grey. Les parquets craquaient sous mes pas, comme ils craquaient depuis 43 ans. Chaque matin, j'ouvrais les volets qui donnaient sur la cour intérieure et je regardais le marronnier qui changeait avec les saisons. Mon mari, Henri, est mort en 2017. Un infarctus brutal, un mardi matin, en lisant Le Figaro. Il n'a pas souffert. Moi, si. Mais on apprend à vivre avec l'absence. On pose une tasse de café là où il s'asseyait. On garde son fauteuil près de la fenêtre. On fait comme s'il allait revenir. Thomas, mon fils, a été mon ancre. Il venait déjeuner tous les dimanches. Il m'apportait des croissants de chez Gérard Mulot. On parlait de son travail, de ses voyages, de ses projets. Il était architecte, brillant, sensible. Mon fils était tout ce que j'avais. Et puis, un dimanche de printemps, il est arrivé avec elle. Céline, grande, mince, cheveux blonds attachés en chignon bas, une robe crème, des escarpins beiges, un sourire parfait. « Maman, je te présente Céline. » Elle m'a embrassé sur les 2 joues, comme si on se connaissait depuis toujours. « Madame de Villiers, Thomas m'a tellement parlé de vous. Quel bonheur de vous rencontrer enfin. » Sa voix était douce, posée, éduquée. J'ai aimé sa politesse. J'ai aimé la façon dont elle regardait mon fils. J'ai aimé qu'elle remarque la petite photo encadrée sur le buffet.
Henri et moi, le jour de notre mariage, en 1975. Elle l'a prise délicatement entre ses mains. Vous étiez magnifique, madame. Et votre mari, on voit l'amour dans ses yeux. Ce jour-là, je me suis dit, enfin, Thomas a trouvé quelqu'un de bien. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Un mariage discret, à la mairie du 7e, suivi d'un déjeuner au Pré-Catelan. 50 invités, des roses blanches, du champagne ruinard. Céline portait une robe Chanel ivoire. Je portais un tailleur bleu marine que j'avais fait faire sur mesure. Quand le maire a prononcé leur nom, j'ai pleuré. De joie, je croyais. Après le mariage, Céline a commencé à venir seule chez moi. Tous les mercredis après-midi. Elle sonnait à 15 heures précises. J'avais préparé du thé, des madeleines, parfois une tarte aux mirabelles. On s'asseyait dans le salon près de la fenêtre. Elle me racontait sa semaine, son travail dans une galerie d'art, ses projets, ses rêves. Vous savez, maman, j'ai toujours rêvé d'avoir une belle-mère comme vous. Ma propre mère est décédée quand j'avais 20 ans. Elle appelait ça nos mercredis sacrés. Je me sentais utile, importante, aimée. Un mercredi, elle a remarqué mes mains qui tremblaient légèrement en versant le thé. « Maman, vous devriez voir un médecin. Ces tremblements, c'est l'âge, ma chérie. Rien de grave. » Elle a insisté. « Promettez-moi de prendre rendez-vous. Je m'inquiète pour vous. » J'ai promis. Parce qu'elle s'inquiétait. Parce qu'elle m'aimait. Du moins, c'est ce que je croyais. Un autre mercredi, elle est arrivée avec un cadre photo numérique. « Je vous ai apporté ça. On pourra y mettre toutes nos photos de famille. Vous pourrez les voir défiler, ça vous fera de la compagnie. » Je l'ai embrassée. « Tu es adorable, Céline. » Elle a connecté le cadre, téléchargé des photos depuis son téléphone. Des photos de Thomas, de nous 3, de nos déjeuners, de nos promenades au Luxembourg. Voilà, maman. Maintenant, vous nous aurez toujours près de vous. Ce que je ne savais pas, c'est que ce cadre contenait aussi une caméra. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle m'observait. Chez moi, dans mon propre salon. Pendant 2 ans, j'ai vécu comme ça. Heureuse, aveugle, confiante. Je lui ai donné un double de mes clés, au cas où. Je lui ai montré où je rangeais mes papiers importants, si jamais il m'arrive quelque chose. Je lui ai même donné accès à mon coffre à la banque, pour simplifier les choses. Thomas était ravi. « Maman, tu ne peux pas savoir comme ça me rassure de te savoir entourée. Céline t'adore. » Oui, elle m'adorait, comme on adore un héritage. Mais ce mercredi-là, dans l'atelier de réparation, en regardant l'écran de son téléphone, j'ai enfin compris. Chaque geste de tendresse, chaque maman murmurée, chaque cadeau, chaque visite, tout était calculé, tout était faux. Et moi, comme une vieille idiote, j'avais tout donné. La première fissure est apparue un jeudi de novembre. Je m'en souviens parce qu'il pleuvait. Une pluie fine, persistante, qui frappait contre les vitres comme des petits doigts impatients. Thomas et Céline étaient venus dîner. J'avais préparé un blanquette de veau, la recette d'Henri, celle que Thomas adorait depuis l'enfance. Nous étions à table, dans la salle à manger. Les bougies étaient allumées. Tout était comme d'habitude, sauf que ce soir-là, quelque chose a changé. Céline regardait autour d'elle avec une expression que je n'avais jamais vue. Pas de la tendresse, de l'évaluation, comme si elle calculait quelque chose. « Maman, cet appartement est vraiment magnifique. Vous devez avoir beaucoup de travail pour l'entretenir toute seule. »« Oh, ça va, je fais appel à une femme de ménage 2 fois par semaine. Et puis, j'aime prendre soin de mes affaires. » Elle a souri. « Oui, mais à votre âge, ce ne serait pas plus simple de déménager ? Un appartement plus petit, plus moderne, avec moins d'escaliers ?» Thomas a levé les yeux. « Céline ? Non, mais je dis ça pour elle, mon chéri. Ta mère n'a plus 20 ans. Et si elle tombait ? Si elle avait un malaise ? » J'ai posé ma fourchette. « Je vais très bien, Céline. J'ai vécu ici 43 ans. Je n'ai aucune intention de partir. » Elle a ri. Un petit rire léger, presque affectueux. « Bien sûr, maman. Je comprends. C'est juste que... on s'inquiète, c'est tout. » Mais ses yeux ne riaient pas. Ses yeux mesuraient. Les murs, les plafonds, les moulures, le parquet en chêne massif, les 190 mètres carrés du 16e arrondissement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma banque. Monsieur Forestier, mon conseiller depuis 15 ans. « Madame de Villiers, je vous appelle au sujet d'une demande inhabituelle. » « Une demande ? Oui. Votre belle-fille, Madame Céline de Villiers, a contacté notre service pour demander un relevé complet de vos comptes. Elle indique être votre tutrice légale. » Mon cœur s'est serré. « Ma tutrice ? Mais je n'ai jamais signé de tutelle. C'est bien ce que je pensais. C'est pour cette raison que je vous appelle. J'ai refusé sa demande, évidemment, mais je tenais à vous en informer.
J'ai raccroché, les mains glacées. Pourquoi Céline avait-elle fait ça? J'ai voulu appeler Thomas. Mais quelque chose m'a retenu. Une petite voix, un doute. Ne dis rien, pas encore. Tu te trompes peut-être. Le mercredi suivant, Céline est venue comme d'habitude. Sourire parfait, baiser sur les joues, thé et madeleine. Mais cette fois, je l'ai observée, vraiment observée. Elle parlait, riait, racontait des anecdotes, mais ses yeux ne cessaient de faire le tour de la pièce. Elle s'est levée pour aller aux toilettes, et j'ai remarqué. Elle est passée devant mon secrétaire, celui où je range mes papiers. Sa main a effleuré le tiroir, juste une seconde, comme pour vérifier s'il était verrouillé. Quand elle est revenue, j'ai souri. « Tout va bien, ma chérie ?»« Oui, maman, tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Ce soir-là, après son départ, j'ai ouvert le tiroir de mon secrétaire. Mes papiers étaient là. Mon testament, mon livret de famille, mes relevés bancaires, les actes de propriété de l'appartement, tout était en ordre, mais pas exactement comme je les avais laissés. Les documents étaient légèrement décalés. Quelqu'un les avait manipulés. Quelqu'un les avait lus. J'ai pris la photo encadrée, celle de mon mariage avec Henri, et je l'ai regardée longtemps. Henri me souriait, jeune, confiant, amoureux. Henri, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais laissé entrer une étrangère dans notre vie, dans notre maison, dans nos secrets. Et maintenant, cette étrangère fouillait mes tiroirs, réclamait mes comptes, suggérait que je parte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Le lendemain, j'ai changé le code de mon secrétaire. J'ai mis mes papiers importants dans un coffre à la banque. J'ai décidé de faire attention, mais je n'ai rien dit, parce que, au fond de moi, je refusais encore d'y croire. Céline était la femme de mon fils. Elle m'appelait « maman ». Elle venait prendre le thé tous les mercredis depuis 6 ans. Comment pouvait-elle me vouloir du mal? Mais la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, une question tournait dans ma tête, une question terrible, une question que je n'osais pas formuler à voix haute. Et si tout cela n'avait été qu'une comédie? Et si, depuis le début, elle n'avait voulu qu'une chose, prendre ma place? J'ai décidé de ne rien dire. C'est étrange, n'est-ce pas? On découvre que quelqu'un fouille nos affaires, réclame nos comptes bancaires, et on se tait. Mais voilà ce qui se passe quand on a peur de perdre ce qui nous reste. Thomas était tout ce que j'avais, et Céline était sa femme. Si je l'accusais, si je me trompais, je risquais de tout perdre. Alors j'ai choisi le silence. J'ai choisi de croire que j'avais mal compris, que j'étais peut-être un peu parano. C'est ce qu'on fait, à 70 ans, quand on a peur d'être seul. On se convainc qu'on exagère. Les mercredis ont continué. Céline sonnait à 15 heures. Je préparais le thé. On parlait. Mais maintenant, je pesais chaque mot. Je souriais quand elle me posait des questions sur mes finances. « Maman, vous avez pensé à votre succession? Il faudrait peut-être voir un notaire, organiser les choses. Pour Thomas, pour nous. Tout est en ordre, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Oui, mais quand même, on ne sait jamais. À votre âge, à votre âge. » Elle disait ça souvent, comme si j'étais déjà à moitié partie. Un mercredi, elle a apporté une brochure. Une belle brochure glacée, avec des photos de jardins fleuris, de chambres lumineuses, de personnes âgées souriantes autour d'une table. Résidence Les Jardins de Ville d'Avray. Cadre de vie exceptionnel pour seniors autonomes. Elle l'a posée sur la table, près de ma tasse de thé. J'ai visité cet endroit la semaine dernière avec une amie. C'est magnifique, maman, vraiment. Vous auriez votre propre studio, mais avec tous les services. Un médecin sur place, des activités, un restaurant. J'ai regardé la brochure sans la toucher. Céline, je n'ai pas besoin de résidence. Je suis très bien ici. Oui, bien sûr, mais vous ne trouvez pas que cet appartement est trop grand pour vous? Trop de travail? Non. Et si vous tombiez? Si vous aviez un accident? Personne ne le saurait. J'ai posé ma tasse. Céline, j'ai 70 ans, pas 90. Je marche, je sors, je vais au marché, je vis. Elle a souri. Ce sourire patient, presque maternel, qu'on réserve aux enfants têtus. Je comprends, maman. Je dis juste que il faut y penser. Pour l'avenir. Elle a laissé la brochure sur la table, comme un rappel. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Peut-être dans votre cuisine, en préparant le dîner. Peut-être dans votre voiture, coincée dans les embouteillages. Peut-être seul, comme moi, dans un appartement qui sent les souvenirs. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où mes mots voyagent. Le mois suivant, Céline a suggéré que je consulte un gériatre. Juste pour un bilan, maman. À votre âge, c'est important. Thomas était d'accord. Maman, ce serait rassurant pour nous. Juste une visite de contrôle. J'ai cédé. Parce qu'on cède.
quand on veut être une bonne mère, quand on ne veut pas être un fardeau. Le docteur Renaud m'a reçu dans son cabinet du 7e arrondissement. Un homme d'une 50aine d'années, chemise blanche, regard froid. Il m'a posé des questions étranges. « Madame de Villiers, vous arrive-t-il d'oublier où vous avez mis vos clés ? » Parfois, comme tout le monde. « Vous arrive-t-il d'oublier des rendez-vous ? » Rarement. « Vous arrive-t-il de répéter plusieurs fois la même chose ? » Je ne crois pas. Il notait tout. Chaque hésitation, chaque pause. À la fin de la consultation, il m'a regardé d'un air grave. « Madame, je vais être franc avec vous. Je note quelques signes qui pourraient indiquer un début de trouble cognitif. Rien d'alarmant pour l'instant, mais il faudra surveiller. Je vais en parler avec votre famille. » J'ai quitté son cabinet avec une sensation de vertige. Trouble cognitif. Moi, le soir même, Thomas m'a appelé. « Maman, le docteur Renaud nous a contactés. Il dit que tu as montré quelques signes inquiétants. » « Quels signes ? Je vais très bien. » « Il dit que tu as eu du mal à répondre à certaines questions, que tu semblais confuse. » « Confuse ? Mais pas du tout. J'ai été surprise par ces questions, c'est tout. »« Maman, on ne veut pas te brusquer. Mais peut-être que tu ne te rends pas compte. » Sa voix était douce, trop douce, comme si j'étais une enfant. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le fauteuil d'Henri. J'ai pris la photo encadrée de notre mariage. Henri me souriait, confiant, heureux. « Henri, je deviens folle? Ai-je vraiment des troubles cognitifs ?» Je connaissais la réponse. Non, je n'avais rien. Mais quelqu'un voulait me faire croire le contraire. Quelqu'un avait trouvé un médecin complaisant. Quelqu'un construisait un dossier médical, pour prouver que j'étais incapable. Ce soir-là, j'ai compris que j'étais en train de perdre. Pas parce que j'étais malade, mais parce que je m'étais tue, parce que j'avais eu peur, parce que j'avais voulu garder la paix. Et maintenant, cette paix m'enterrait vivante. Les mensonges ont une odeur. On ne le sait pas tout de suite. Mais quand on commence à chercher, on les trouve partout. Dans les silences trop longs, dans les regards qui se détournent, dans les mots trop doux. Après la consultation avec le docteur Renaud, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai commencé à écouter. Vraiment écouter. Un dimanche, Thomas et Céline sont venus déjeuner. J'avais préparé un gigot d'agneau, des haricots verts, un gratin dauphinois. Tout était parfait. Sauf que pendant le repas, j'ai remarqué quelque chose. Céline ne mangeait presque rien. Elle poussait la nourriture dans son assiette, souriait, parlait. Mais elle était ailleurs, nerveuse. « Maman, vous avez réfléchi à ce qu'on a discuté la semaine dernière ? À propos de quoi ? La procuration bancaire, pour simplifier les choses, au cas où vous auriez besoin d'aide. » Thomas a levé les yeux. « Céline, on en a déjà parlé. Maman n'est pas prête. Je sais, mon chéri. Mais le docteur Renaud a dit que... » Je l'ai interrompu. Le docteur Renaud a dit que j'avais quelques oublis. Pas que j'étais incapable de gérer mes affaires. Elle a souri, ce sourire patient. « Bien sûr, maman, bien sûr. » Mais dans ses yeux, j'ai vu autre chose, de l'impatience. Après le déjeuner, Céline est allée aux toilettes. Elle a laissé son sac à main sur le canapé. Thomas était dans la cuisine, en train de faire le café. J'étais seule dans le salon, et le sac était là, ouvert. Je n'avais jamais fouillé les affaires de personne de ma vie. Mais ce jour-là, j'ai tendu la main. À l'intérieur, j'ai vu son téléphone. Un appareil argenté, luxueux. L'écran était allumé. Un message venait d'arriver. Maître Dubois, cabinet d'avocat. Dossier Margot de Villiers. Tutelle renforcée. Rendez-vous confirmé, mardi 14h. Apportez le rapport médical et les relevés bancaires. Mon sang s'est glacé. Tutelle renforcée. Pas une simple procuration. Une tutelle. Cela voulait dire qu'elle voulait me retirer tous mes droits. Tous. J'ai entendu la chasse d'eau. J'ai reposé le téléphone exactement comme je l'avais trouvé. Céline est revenue, souriante. « Vous allez bien, maman ? Vous êtes toute pâle. »« Oui, juste un peu fatiguée. » Thomas m'a regardé avec inquiétude. « Maman, tu veux t'allonger ? » ?»« Non, ça va aller ?» Mais rien n'allait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi. Tutelle renforcée. Maître Dubois. Rapport médical. Tout s'assemblait. Le docteur Renaud. La brochure de la résidence. Les questions sur ma mémoire. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'était un plan méthodique. Étape 1, me faire passer pour sénile. Étape 2, obtenir une tutelle. Étape 3, prendre le contrôle de tout. Mon appartement, mon argent, ma pension, ma vie. Le lendemain matin, j'ai appelé Monsieur Forestier, mon conseiller bancaire. « Monsieur Forestier, j'ai besoin de savoir quelque chose. Si quelqu'un obtient une tutelle sur moi, que se passe-t-il exactement ?» Il y a eu un silence. « Madame de Villiers, vous êtes inquiète ? Répondez-moi, s'il vous plaît. » Eh bien, si une tutelle est prononcée,
Votre tuteur légal a accès à tous vos comptes. Il peut effectuer des transactions, vendre vos biens, gérer votre patrimoine. Vous n'avez plus aucun pouvoir de décision. J'ai serré le combiné. Et s'il y a abus? C'est très difficile à prouver. Une fois la tutelle accordée par un juge, il faut des preuves solides pour la contester. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Le mercredi suivant, Céline est venue comme d'habitude. Mais cette fois, je l'ai observée différemment. Chaque geste, chaque mot. Elle a pris sa tasse de thé, s'est assise près de la fenêtre. « Maman, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé un excellent établissement pour vous. Beaucoup mieux que celui de Ville-d'Avray. Avec un jardin magnifique, une piscine. Céline, je t'ai dit que je ne voulais pas déménager. Je sais, maman. Mais il faut être réaliste. Vous ne pouvez pas rester seule indéfiniment. Pourquoi pas? Parce que vous avez besoin d'aide. Le docteur Renaud l'a dit. Le docteur Renaud dit ce que tu lui demandes de dire. Le silence a empli la pièce. Elle m'a regardée, surprise. « Pardon ?» J'ai posé ma tasse. « J'ai vu le message sur ton téléphone dimanche. Maître Dubois. Tutelle renforcée. » Son visage a changé. Plus de sourire, plus de douceur. « Vous avez fouillé dans mon sac. Ton sac était ouvert. Le message est apparu. » Elle s'est levée. « Maman, je crois que vous êtes fatiguée. Vous commencez à imaginer des choses. C'est exactement ce dont le docteur parlait. Je n'imagine rien. Si, vous imaginez. Vous devenez parano. Vous voyez des complots partout. C'est un signe, maman. Un signe que vous avez besoin d'aide. » Sa voix était calme, terriblement calme, comme si elle parlait à une enfant. « Je vais en parler à Thomas. Il faut accélérer les choses, pour votre bien. » Elle a pris son sac et est partie, sans m'embrasser, sans un regard. Ce soir-là, j'ai pris la photo encadrée de mon mariage. Henri me regardait, jeune et confiant. Henri, elle va me prendre tout, et personne ne me croira. Parce qu'elle a un docteur, un avocat, et moi, je n'ai que ma parole. Mais ma parole ne suffisait pas. Pas contre un rapport médical, pas contre des documents officiels. J'avais besoin de preuves, de vraies preuves. Et c'est là que j'ai eu une idée terrible, mais peut-être la seule qui pouvait me sauver. Son téléphone. Tout était dans son téléphone. Les messages avec l'avocat, les échanges avec le docteur, les plans, les mensonges. Tout. Il fallait que je trouve un moyen d'y accéder. Et 3 jours plus tard, le destin m'a offert cette chance. C'était un lundi matin. Le téléphone a sonné à 9 heures. La voix de Céline, douce, presque enfantine. « Maman, j'ai un énorme service à vous demander. Mon téléphone ne charge plus. Il s'éteint tout le temps. Et ce soir, j'ai un concert à l'Opéra Garnier. Je ne peux absolument pas le manquer. » « Un concert ? Oui, un client de la galerie m'a offert des places. C'est très important pour mon travail. Mais sans téléphone, je ne peux pas le contacter. Pourriez-vous porter mon appareil chez le réparateur? Il y en a un excellent rue de la Pompe. Je vous rembourserai, bien sûr. » J'ai hésité. 1 seconde seulement. Puis j'ai dit oui, parce que c'était exactement ce que j'attendais. Une chance d'accéder à son téléphone. Sans effraction, sans vol, légitimement. « Bien sûr, ma chérie. Donne-moi l'adresse. » Elle est passée 30 minutes plus tard. Élégante, pressée, souriante. Elle m'a tendu son téléphone argenté. « Vous êtes un ange, maman. Vraiment. Dites au réparateur que c'est urgent. Je passerai le chercher demain matin. » Elle m'a embrassé rapidement et elle est partie, en laissant son téléphone entre mes mains. Toute sa vie, tous ses secrets, dans ma paume. Je suis restée assise dans mon salon pendant 10 minutes. Le téléphone vibrait encore de notifications. Messages, emails, appels. Toute sa vie numérique continuait de battre entre mes doigts. J'aurais pu l'allumer. J'aurais pu essayer de deviner son code. Mais je savais que ce serait inutile. Il fallait un professionnel, quelqu'un qui pourrait extraire les données sans qu'elle le sache. L'atelier de réparation était au numéro 37, rue de la Pompe. Une petite boutique discrète, coincée entre une boulangerie et un fleuriste. À l'intérieur, un jeune homme d'une 30aine d'années travaillait derrière un comptoir encombré d'appareils démontés. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Bonjour, madame. Je peux vous aider ? » « Bonjour. Mon téléphone ne charge plus. Enfin, le téléphone de ma belle-fille. Elle m'a demandé de le déposer. » Il a pris l'appareil, l'a examiné. « Le port de charge est peut-être défectueux. Je vais vérifier. » Il a inséré un câble dans l'ordinateur. L'écran du téléphone s'est allumé. Et là, tout a basculé. Son visage a changé. D'abord surpris, puis choqué, puis horrifié. Il est devenu pâle, très pâle. Il a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'oublierai jamais, comme s'il venait de voir quelque chose d'abominable. « Madame,
Sa voix tremblait. Sortez d'ici maintenant. Rentrez chez vous. Annulez tous vos cartes bancaires. Tous. Immédiatement. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il a tourné l'écran vers moi. Et j'ai vu. Des messages. Des dizaines de messages. Entre Céline et Maître Dubois, l'avocat. Le juge Mercier est d'accord. Avec le rapport de Renaud et les témoignages, la tutelle sera prononcée dans 15 jours. Parfait. Dès que c'est fait, on vend l'appartement. Le marché est bon en ce moment. On peut espérer 1,2 million. Et pour la pension? Virez directement sur notre compte. 3 200 € par mois. Et elle? La résidence des Pins. Chambre médicalisée. 1 800 € par mois. Le reste est pour nous. J'ai porté la main à ma bouche. Le technicien a continué de faire défiler. D'autres messages. Des photos de mon appartement. De mes meubles. De mes tableaux. Avec des estimations de prix. Le bureau Henri II, 15 000 €. Les fauteuils directoires, 8 000 €. Elle avait tout photographié. Tout évalué. Comme si j'étais déjà morte. Madame, il y a autre chose. Le technicien a ouvert un dossier. Dossier incapacité mentale, Margot de Villiers. À l'intérieur, des documents falsifiés. Des rapports médicaux que je n'avais jamais vus. Des témoignages de voisins inquiets que je ne connaissais pas. Des photos de moi prises à mon insu, où je semblais confuse, perdue. Une vidéo, filmée avec le cadre photo numérique qu'elle m'avait offert. On me voyait dans mon salon, cherchant mes lunettes. En dessous, elle avait écrit « Épisode confusionnel. Ne retrouve plus ses affaires. Désorientation spatiale. Je cherchais mes lunettes. Juste mes lunettes. Comme tout le monde. Mais elle avait transformé ça en preuve de démence. Le technicien a continué. Des échanges avec Thomas, mon fils. Thomas, ta mère a encore oublié notre déjeuner de dimanche. Elle devient vraiment inquiétante. Je n'avais jamais oublié. Elle avait annulé à la dernière minute. Mais elle disait à Thomas que c'était moi. Thomas, j'ai trouvé ta mère en train de parler toute seule dans le salon. Elle appelait ton père. Elle ne se rend plus compte qu'il est mort. Mensonge. Je parlais à la photo encadrée d'Henri, comme je le faisais depuis 8 ans, comme on parle aux morts qu'on aime. Mais elle transformait ça en folie. Et puis, j'ai vu le pire. Un échange avec quelqu'un nommé Dr Renaud. Céline, j'ai préparé le rapport comme convenu. Trouble cognitif léger, évoluant vers démence sénile. Ça suffira pour le juge. Merci Pierre. Je t'enverrai ton enveloppe la semaine prochaine. Comme d'habitude. Le docteur Renaud était payé. Le diagnostic était faux. Tout était faux. Le technicien m'a regardé avec pitié. Madame, cette personne a installé un logiciel espion sur votre téléphone aussi. Elle accède à tout. Vos comptes, vos mails, vos contacts. Elle vous surveille depuis des mois. Il a fermé la boutique à clé. Je vais tout copier sur une clé USB. Vous aurez besoin de preuves. Mais madame, faites très attention. Ces gens-là ne reculent devant rien. Je suis sortie de l'atelier avec le téléphone de Céline dans mon sac et une clé USB dans ma poche, la preuve de tout. Dehors, il pleuvait. Cette pluie fine de Paris qui trempe lentement sans qu'on s'en rende compte. J'ai marché jusqu'à un banc, avenue Foch. Je me suis assise et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de rage. Pendant 6 ans, cette femme avait joué un rôle. Elle m'avait appelée maman. Elle avait pris le thé dans mon salon. Elle avait souri, ri, m'avait embrassé, tout en préparant mon internement, tout en me volant, tout en me détruisant, mot après mot, mensonge après mensonge. Et Thomas, mon fils, mon seul enfant, il croyait tout ce qu'elle disait. Il pensait que je perdais la tête. Il pensait que j'avais besoin d'être protégée. Mais c'était d'elle qu'il fallait me protéger. Je suis rentrée chez moi. J'ai posé le téléphone de Céline sur la table, à côté de la photo encadrée de mon mariage. Henri me regardait. Et j'ai compris quelque chose. Il ne suffisait plus d'avoir des preuves. Il fallait agir, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des moments dans une vie où tout bascule, où l'on comprend qu'il n'y a plus de retour possible, que la seule chose qui reste, c'est le choix entre se battre ou disparaître. Ce lundi après-midi, assise dans mon salon avec le téléphone de Céline et la clé USB dans ma poche, j'ai compris que j'étais arrivée à ce moment. J'ai appelé Thomas. Ma voix était calme. Trop calme, peut-être. Thomas, j'ai besoin que tu viennes. Maintenant. C'est important. Maman, je suis au bureau. Je peux passer ce soir? Non, maintenant. S'il te plaît. Il a entendu quelque chose dans ma voix. Quelque chose qui ne laissait pas de place à la discussion. J'arrive. En attendant, j'ai préparé du café. Mes mains tremblaient en versant l'eau dans la cafetière. Pas de peur, de détermination. J'ai sorti la clé USB, le téléphone de Céline, mon ordinateur portable. J'ai tout disposé sur la table du salon,
à côté de la photo encadrée de mon mariage avec Henri, comme si Henri était là, témoin de ce qui allait se passer. Thomas est arrivé 1 heure plus tard. Il portait son costume gris, celui qu'il mettait pour les réunions importantes. Il avait l'air inquiet. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur. Assieds-toi, Thomas. » Il s'est assis dans le fauteuil d'Henri. J'ai pris place en face de lui. « Il faut que je te montre quelque chose. Et je te demande de m'écouter jusqu'au bout, sans m'interrompre. Peux-tu faire ça pour moi ?» Il a hoché la tête, mal à l'aise. J'ai inséré la clé USB dans l'ordinateur. J'ai ouvert le premier document. Les messages entre Céline et Maître Dubois. Le juge Mercier est d'accord. Avec le rapport de Renaud et les témoignages, la tutelle sera prononcée dans 15 jours. Thomas a froncé les sourcils. C'est quoi ça? Lisse. Il a lu. Son visage est devenu de plus en plus pâle. D'où vient ça? Du téléphone de Céline. Elle m'a demandé de le porter chez le réparateur ce matin. Le technicien a découvert tout ça. Et il a tout copié. Maman, tu as fouillé dans son téléphone? Non. Le technicien l'a ouvert pour réparer et il a vu. Il m'a dit de partir immédiatement et d'annuler mes cartes. Thomas s'est levé. Attends. Tu es en train de me dire que Céline, que ma femme... Lis la suite, Thomas. S'il te plaît. J'ai ouvert les autres fichiers. Les échanges sur la vente de l'appartement. Les estimations des meubles. Les photos prises en secret. Le dossier médical falsifié. Les vidéos filmées avec le cadre photo numérique, les mensonges envoyés à Thomas lui-même. Thomas, ta mère a encore oublié notre déjeuner de dimanche. Thomas s'est figé. Mais, tu avais oublié. Céline me l'avait dit. Non, Thomas. C'est elle qui a annulé à la dernière minute. Elle t'a menti. J'ai ouvert un autre message. Thomas, j'ai trouvé ta mère en train de parler toute seule dans le salon. Elle appelait ton père. Je parlais à la photo de ton père, comme je le fais depuis 8 ans. Céline a transformé ça en symptôme de folie. Thomas s'est rassis, la tête entre les mains. Non, ce n'est pas possible. J'ai ouvert le dernier document. L'échange avec le docteur Renaud. Docteur Renaud, j'ai préparé le rapport comme convenu. Troubles cognitifs légers, évoluant vers démence sénile. Merci Pierre. Je t'enverrai ton enveloppe la semaine prochaine, comme d'habitude. Thomas a lu, relu. Sa respiration s'est accélérée. Elle a payé le médecin? Oui, pour te faire passer pour folle, incapable. Pour obtenir une tutelle, prendre mon argent, vendre cet appartement, m'enfermer dans une résidence. Le silence a rempli la pièce. Un silence lourd, terrible. Thomas fixait l'écran, immobile. Thomas, elle a tout planifié. Depuis le début, les mercredis, les cadeaux, les attentions. Tout était calculé. Pour gagner ma confiance, pour accéder à mes papiers, à mes comptes, à ma vie. Thomas a levé les yeux vers moi. J'ai vu des larmes. Maman, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien. Je sais, mon chéri, je sais. Il s'est levé, a fait les 100 pas. Il faut appeler la police. Il faut... Non, pas encore. Pourquoi? Parce qu'elle va revenir chercher son téléphone demain matin. Et je veux la regarder en face. Je veux qu'elle sache que je sais. Thomas m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Maman, tu es sûre? Oui, mais le destin en a décidé autrement. Parce qu'à cet instant précis, la porte d'entrée s'est ouverte. Céline avait ses propres clés. Bien sûr qu'elle avait ses propres clés. Elle est entrée dans le salon, souriante, élégante, une écharpe Hermès autour du cou, des gants de cuir noir. « Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Je ne savais pas que tu étais là. » Elle a embrassé Thomas sur la joue, puis elle m'a regardé, et elle a vu l'ordinateur, l'écran allumé, son téléphone sur la table. Son sourire s'est figé. Qu'est-ce que... Thomas s'est tourné vers elle. Sa voix était glaciale. « Céline, assieds-toi. »« Pourquoi? Que se passe-t-il? »« Assieds-toi. » Elle s'est assise lentement, le regard fixé sur l'écran. Thomas a tourné l'ordinateur vers elle. « Explique-moi ça. » Elle a lu. Son visage n'a pas changé. Pas de surprise. Pas de panique. Juste un léger pincement des lèvres. « Tu as fouillé dans mon téléphone. Le réparateur l'a ouvert. Il a vu. Il a tout copié. » Elle a ri. Un rire sec, sans joie. « Et tu l'as cru? Un inconnu? Plutôt que moi, ta femme? » J'ai les messages sous les yeux, Céline. Ton nom, tes mots. Elle s'est levée, les mains sur les hanches. Ces messages peuvent être falsifiés. N'importe qui peut créer des faux documents. Avec ton téléphone? Avec ton code? Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est un faux. Tout ça, c'est un énorme malentendu. Je me suis levée à mon tour. Céline, arrête. Elle s'est tournée vers moi. Et là, j'ai vu son vrai visage. Plus de douceur, plus de sourire. Juste de la froideur. Toi, c'est toi qui as monté tout ça, n'est-ce pas? Tu deviens parano. Tu imagines des choses.
exactement comme le docteur Renaud l'a dit. Le docteur Renaud que tu as payé. Je n'ai payé personne. Si, Pierre Renaud, ton ami, celui à qui tu envoies des enveloppes comme d'habitude. Son regard a vacillé. 1 seconde seulement. Mais je l'ai vu, la fissure dans son masque. Thomas s'est avancé vers elle. Céline, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as essayé d'obtenir une tutelle sur ma mère? Elle l'a regardé droit dans les yeux. Oui, le mot est tombé comme un coup près. Thomas a reculé. Et pourquoi? Parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle ne peut plus vivre seule, parce qu'elle oublie tout, parce qu'elle devient dangereuse pour elle-même. Elle n'oublie rien. Si, elle oublie, elle se perd, elle parle toute seule, elle ne se rend plus compte de rien. Tu mens. Céline a haussé le ton. Je ne mens pas, j'essaie de la protéger. Et toi, tu la crois, elle, plutôt que moi? Tu crois cette vieille femme qui invente des complots? Vieille femme. Les mots ont résonné dans la pièce. Thomas a serré les poings. Ne parle pas comme ça de ma mère. Pourquoi pas? C'est la vérité. Elle est vieille. Elle perd la tête. Et toi, tu refuses de le voir parce que tu as peur. Peur de la mettre dans une maison. Peur de prendre des décisions difficiles. Mais moi, je n'ai pas peur. Tu voulais vendre son appartement pour payer sa résidence, pour qu'elle soit bien, et garder 1,2 million pour toi. Elle s'est tue. J'ai pris la parole, la voix calme. Céline, tu as photographié mes meubles, mes tableaux, avec des estimations de prix. Tu as planifié de tout vendre. Tu as falsifié des rapports médicaux. Tu m'as filmé en secret. Tu as menti à mon fils pendant des mois. Et maintenant, tu oses dire que c'était pour mon bien? Elle m'a fixé. Et là, elle a souri. Un sourire terrible. Tu sais quoi, Margot? Oui, j'ai tout fait. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es un obstacle. Un obstacle entre moi et la vie que je mérite. Thomas a blêmi. Céline, cet appartement vaut 1,5 million d'euros. Ta mère a une pension confortable, des économies, des bijoux, et elle est là, seule, à ne rien faire de tout ça. Pendant que nous, on rame pour payer notre loyer. On ne rame pas. Si, parce que tu refuses de demander de l'aide à ta mère, par fierté. Mais moi, je n'ai pas de fierté. Moi, je suis pragmatique. Elle s'est tournée vers moi. Et franchement, Margot, qu'est-ce que tu en fais de tout ça? À quoi ça sert, cet appartement immense, ces meubles anciens, cet argent qui dort? Tu vas mourir dans 10 ans, peut-être moins. Et tout ira à Thomas de toute façon. Alors pourquoi attendre? J'ai senti mon cœur se serrer. Pas de douleur, de dégoût. Parce que c'est ma vie, Céline, pas la tienne. Ta vie? Quelle vie? Tu passes tes journées seule, à parler à une photo, à te souvenir d'un mort. Ce n'est pas une vie, c'est une agonie. Thomas a explosé. Ça suffit. Sors d'ici. Maintenant. Céline l'a regardé, surprise. Quoi? Sors. Je ne veux plus te voir. Thomas, tu ne penses pas ce que tu dis. Si. Sors. Elle a ri. Un rire nerveux, incrédule. Tu es en train de me chasser? Pour elle? Pour ma mère. Oui. Céline a pris son sac, son téléphone. Elle s'est dirigée vers la porte, puis elle s'est retournée. Tu sais ce qui va se passer, Thomas? Tu vas regretter. Parce que dans 6 mois, quand ta mère sera vraiment perdue, vraiment confuse, vraiment malade, tu te souviendras de ce jour. Tu te souviendras que j'avais raison. Et tu reviendras me supplier. Jamais. On verra. Elle a claqué la porte. Le silence est retombé. Thomas et moi sommes restés immobiles pendant de longues minutes. Puis il s'est effondré dans le fauteuil d'Henri. Et il a pleuré, comme un enfant. Maman, pardon. J'aurais dû voir. J'aurais dû comprendre. Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. Tu ne pouvais pas savoir. Elle était très forte, très convaincante. 6 ans. 6 ans de mensonges. Oui. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Parce que tu l'aimais. Et l'amour rend aveugle. Nous sommes restés là, tous les deux, dans le salon qui sentait le café froid et la pluie. Dehors, Paris continuait de vivre. Les voitures passaient, les gens marchaient. Mais ici, dans cet appartement du 16e, quelque chose venait de mourir. Une illusion, une famille, un rêve. Thomas est parti vers minuit. Il m'a embrassé longuement. Je vais divorcer, maman. Je vais tout faire pour qu'elle ne te fasse plus jamais de mal. Je sais, mon chéri. Et je vais rester proche. Je viendrai tous les jours. Je te le promets. J'ai souri. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis plus forte que tu ne crois. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais peur. Pas de Céline. De quelque chose de plus profond. Elle avait dit quelque chose de vrai. Dans 6 mois, tu te souviendras que j'avais raison. Parce que les gens comme Céline ne perdent jamais complètement. Ils attendent. Ils reviennent. Ils trouvent une faille.
Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé la photo encadrée de mon mariage. Henri me souriait, comme toujours. Henri, j'ai gagné une bataille, mais pas la guerre. Parce que Céline était encore là, quelque part dans Paris, en train de planifier, en train de réfléchir, en train de chercher une autre façon de me détruire. Et j'avais raison, parce que 3 semaines plus tard, Thomas est revenu, et il n'était plus le même. Les 3 semaines qui ont suivi cette confrontation ont été étranges, paisibles presque. Thomas venait me voir tous les jours. Il apportait des croissants, du thé, des fleurs. Il s'asseyait dans le fauteuil d'Henri et me parlait de son travail, de ses projets, de ses journées, comme avant, comme si Céline n'avait jamais existé. Il avait déposé une demande de divorce. Son avocat s'occupait de tout. « Maman, elle ne t'embêtera plus. J'ai fait changer tes serrures. J'ai averti la banque. J'ai tout sécurisé. » Je lui souriais. « Merci, mon chéri. » Mais au fond de moi, je savais. Je savais que ce n'était pas fini. Les gens comme Céline ne renoncent jamais. Et puis, un jeudi après-midi, tout a basculé. Thomas est arrivé plus tôt que d'habitude. Il avait l'air fatigué, les traits tirés, les yeux cernés. « Maman, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. Que se passe-t-il? Il s'est assis, les mains jointes. Céline m'a contacté. Quand? Hier soir. Elle a appelé, encore et encore. J'ai fini par décrocher. J'ai posé ma tasse. Et elle pleurait. Elle disait qu'elle regrettait, qu'elle avait fait une erreur, qu'elle s'était laissée emporter, qu'elle voulait juste nous aider. Thomas, attends, maman, laisse-moi finir. Il a pris une longue inspiration. Elle m'a dit qu'elle était allée trop loin, que ses méthodes étaient mauvaises, mais que son intention était bonne. Elle s'inquiétait vraiment pour toi, pour ta sécurité, pour ton avenir. J'ai senti la colère monter. Thomas, tu ne peux pas croire ça. Je ne la crois pas. Enfin, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Il a évité mon regard. Maman, elle m'a dit quelque chose que je ne peux pas ignorer. Quoi? Elle est enceinte. Le monde s'est arrêté. Enceinte. Céline était enceinte. De combien? 3 mois. Et c'est maintenant qu'elle te le dit? Elle dit qu'elle voulait attendre, qu'elle avait peur de ma réaction, qu'elle ne savait pas comment l'annoncer après tout ça. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'elle était enceinte, ou du moins, bien sûr qu'elle disait l'être. C'était la carte parfaite, la seule chose qui pouvait ramener Thomas vers elle. Un enfant. Thomas, tu lui as demandé des preuves? Il a levé les yeux, blessé. Maman, comment peux-tu? Thomas, cette femme a falsifié des rapports médicaux. Elle a payé un médecin pour me faire passer pour folle. Elle a menti pendant 6 ans. Et tu me demandes comment je peux douter? C'est ma femme. C'est peut-être mon enfant. Peut-être. Le mot est resté suspendu entre nous. Thomas s'est levé, a fait les 100 pas. Maman, je ne sais plus quoi penser. Si elle attend vraiment un bébé, je ne peux pas juste l'abandonner. Pourquoi pas? Elle t'a menti. Elle a essayé de me voler, de m'interner. Je sais, mais c'est peut-être mon fils, ou ma fille, ou peut-être que c'est un mensonge de plus. Il s'est arrêté devant la fenêtre. Et si ce n'est pas un mensonge? Et si c'est vrai? Je fais quoi? J'abandonne mon enfant? J'ai compris, à cet instant, que j'avais déjà perdu. Pas complètement. Pas encore. Mais la fissure était là. Le doute. L'hésitation. Céline avait trouvé la faille. Elle savait exactement quel bouton presser. Thomas, écoute-moi. Si elle est vraiment enceinte, on le saura. Demande-lui un certificat médical, une échographie, des preuves concrètes. Et si c'est vrai, alors oui, tu devras être présent pour cet enfant. Mais ça ne veut pas dire que tu dois revenir avec elle. Ça ne veut pas dire que tu dois lui faire confiance. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Je vais lui demander des preuves. Et Thomas, ne la laisse plus entrer dans ta vie, ni dans la mienne. Je te le promets, maman. Mais les promesses des enfants blessés sont fragiles. Je le savais. 2 jours plus tard, Thomas m'a apporté une échographie. Une image floue, en noir et blanc, avec une petite forme blanche au centre. Céline Moreau, grossesse de 13 semaines. C'était vrai. Elle était enceinte. Thomas était assis dans le fauteuil d'Henri, l'échographie entre les mains. Il pleurait. « Maman, je vais être père. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Je sais, mon chéri. Qu'est-ce que je fais? Tu fais ce que ton cœur te dit, mais tu protèges cet enfant. Et tu te protèges. Et toi? Moi, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais c'était un mensonge, parce que je savais ce qui allait se passer. Les semaines suivantes ont confirmé mes peurs. Thomas voyait Céline régulièrement, pour organiser l'arrivée du bébé, pour discuter de la garde, pour rester en bons termes. Il ne me le disait pas directement, mais je le voyais,
Dans ses yeux fatigués, dans ses silences, dans ses visites qui s'espaçaient, Céline reprenait sa place, doucement, subtilement. Un dimanche, Thomas est venu déjeuner avec une nouvelle. « Maman, j'ai décidé de retirer ma demande de divorce. J'ai posé ma fourchette. Pourquoi ? Pour le bébé. Un enfant a besoin de ses deux parents. Un enfant a besoin de parents honnêtes, pas d'une menteuse. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Céline a changé. Elle regrette. Elle veut recommencer. Thomas, elle a même accepté de venir s'excuser. En personne, devant toi. Mon sang s'est glacé. Quand ? Demain, si tu es d'accord. J'aurais dû dire non. J'aurais dû claquer la porte, mais je n'ai pas pu, parce que Thomas me regardait avec ses yeux d'enfant, ses yeux qui suppliaient. Maman, je t'en prie, fais ça pour moi, pour ton petit-fils, ou ta petite-fille. J'ai fermé les yeux. D'accord. Le lendemain, Céline est venue. Elle portait une robe crème, ample, qui cachait son ventre encore discret, les cheveux attachés, un maquillage léger. Elle avait l'air douce, vulnérable. Thomas était avec elle, une main dans son dos, protecteur. Elle s'est assise dans le salon, à la place où elle s'asseyait tous les mercredis, et elle m'a regardée. « Madame de Villiers, je suis venue vous présenter mes excuses. » Sa voix était tremblante. « J'ai fait des choses terribles. J'ai menti, j'ai manipulé, j'ai essayé de vous voler, et je ne peux pas vous dire à quel point je le regrette. » Je l'ai regardé sans un mot. « Je sais que vous ne me croirez peut-être jamais. Je sais que j'ai détruit votre confiance, mais je veux que vous sachiez que j'étais perdue. J'étais obsédée par l'argent, par la sécurité, par la peur de manquer. » Elle a posé une main sur son ventre. « Mais maintenant, tout a changé. J'attends un enfant. Et cet enfant m'a ouvert les yeux. Il m'a fait comprendre ce qui compte vraiment. L'amour, la famille, la vérité. » Thomas la regardait avec tendresse. Il croyait chaque mot. « Madame de Villiers, je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande juste une chance de recommencer. Pour Thomas, pour ce bébé, pour nous tous. » Le silence a rempli la pièce. J'ai regardé la photo encadrée sur le buffet. Henri me souriait, et j'ai entendu sa voix dans ma tête. « Margot, certaines batailles ne peuvent pas être gagnées. » Je me suis tournée vers Thomas, mon fils, mon seul enfant. Il me regardait avec espoir, avec supplication. Il voulait croire. Il avait besoin de croire, parce qu'il allait être père, et qu'aucun homme ne veut élever son enfant dans la guerre. J'ai compris, à cet instant, ce que je devais faire. Non pas pour Céline, pas pour moi, mais pour Thomas, pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse être heureux. Même si ce bonheur était bâti sur un mensonge. « Céline, je t'écoute. » Elle a relevé la tête, surprise. « Mais sache une chose, je ne te fais pas confiance, je ne te ferai jamais confiance. Ce que tu as fait est impardonnable. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Vraies ou fausses, je ne savais pas. Mais pour Thomas, pour cet enfant, je suis prête à cohabiter. Thomas a expiré, soulagé. « Merci maman. Cependant, j'ai des conditions. » Céline a hoché la tête. « Tu n'auras plus jamais accès à mes papiers, à mes comptes, à mes clés. Tu ne mettras plus jamais les pieds ici sans que je t'y invite. Et si tu recommences, ne serait-ce qu'une fois, à mentir ou à manipuler, je vais à la police avec toutes les preuves que j'ai gardées. Et tu perdras tout, y compris la garde de cet enfant. » Elle a pâli. « Je comprends. Bien. » Ils sont partis 1 heure plus tard. Thomas m'a embrassé longuement. « Merci, maman. Tu ne peux pas savoir ce que ça signifie pour moi. » « Je sais, mon chéri. » Quand la porte s'est refermée, je me suis effondrée dans le fauteuil d'Henri. J'avais cédé. J'avais laissé rentrer le loup dans la bergerie, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais il y avait quelque chose que ni Thomas, ni Céline ne savaient. Quelque chose que j'avais décidé le jour de la confrontation. J'avais changé mon testament. J'étais allé voir mon notaire, Maître Blanchard, 2 jours après avoir chassé Céline. Et j'avais tout modifié. L'appartement irait à Thomas, mais seulement à lui, avec une clause d'inaliénabilité pendant 20 ans. Il ne pourrait ni le vendre, ni le donner, ni le mettre en garantie. Mes économies seraient placées dans un trust pour mon futur petit-enfant, accessible seulement à sa majorité. Ma pension de retraite serait reversée à des œuvres caritatives à ma mort. Céline ne pourrait rien toucher. Jamais. Maître Blanchard m'avait regardé avec respect. « Madame de Villiers, c'est une décision sage. Voulez-vous que j'en informe votre fils ? » « Non. Il le saura en temps voulu. Et votre belle-fille, elle le découvrira quand il sera trop tard. » Ce soir-là, seul dans mon salon, j'ai pris la photo encadrée de mon mariage. « Henri, j'ai perdu la bataille, mais pas la guerre, parce que j'avais compris quelque chose. Céline pouvait revenir.
Elle pouvait sourire, pleurer, supplier. Elle pouvait reconquérir Thomas. Elle pouvait même obtenir ce qu'elle voulait à court terme. Mais le temps était de mon côté. Le temps révèle toujours la vérité. Le temps détruit les mensonges. Le temps fait justice. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? 6 mois plus tard, le bébé est né. Une petite fille, Louise. Thomas me l'a amenée 1 semaine après la naissance. Elle dormait dans ses bras, minuscule, parfaite. Maman, je te présente ta petite fille. J'ai pleuré, de joie, de tristesse, de peur, parce que cette enfant était innocente, et qu'elle grandissait dans une maison bâtie sur des mensonges. Céline est venue aussi, souriante, rayonnante, la parfaite jeune mère. Elle a posé Louise dans mes bras. Madame de Villiers, merci. Merci de nous avoir donné une seconde chance. J'ai regardé le visage de cet enfant, et j'ai compris que je devais la protéger, même si ça signifiait jouer le jeu, même si ça signifiait sourire à Céline, même si ça signifiait avaler ma colère. Pendant 1 an, j'ai joué le rôle de la grand-mère parfaite. Je gardais Louise tous les jeudis. Je lui chantais des berceuses. Je la promenais dans le Luxembourg. Je l'aimais de tout mon cœur. Et je surveillais Céline. Parce que Céline n'avait pas changé. Elle était juste devenue plus prudente, plus subtile. Je la voyais fouiller du regard mon appartement quand elle croyait que je ne regardais pas. Je la voyais poser des questions innocentes sur mes finances. Madame de Villiers, vous avez pensé à l'avenir de Louise? Peut-être un petit placement pour elle? Tout est déjà prévu, Céline. Ah bon? Chez quel notaire? Maître Blanchard. Je ne le connais pas. C'est normal. C'est un notaire privé, très discret. Elle essayait encore, mais elle se heurtait à un mur, parce que j'avais tout verrouillé, tout protégé, et elle ne le savait pas encore. Un jour, alors que je donnais le biberon à Louise, Céline s'est assise à côté de moi. Madame de Villiers, je voulais vous dire, je sais que vous ne me faites toujours pas confiance, et je le comprends, mais je veux que vous sachiez que j'ai vraiment changé. J'ai souri. Tant mieux, Céline. Et un jour, peut-être, vous pourrez me pardonner. Peut-être. Mais je ne pardonnerai jamais. Et elle le savait. Nous le savions toutes les deux. Nous jouions un jeu d'échecs silencieux. Et j'attendais. J'attendais qu'elle fasse une erreur, parce qu'elle en ferait une. Les gens comme Céline finissent toujours par en faire une. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, j'ai regardé la photo encadrée. Henri me souriait. Henri, j'ai renoncé à la bataille. Mais je n'ai pas renoncé à la justice. Parce que la justice ne vient pas de nous. Elle vient du temps. Et le temps, mon amour, est patient. Et j'avais raison. Parce que 2 ans plus tard, la vie a rendu à Céline ce qu'elle m'avait donné. Et moi, j'étais là pour le voir. 2 ans. 2 ans où j'ai joué le rôle de la grand-mère parfaite. 2 ans où j'ai souri à Céline. 2 ans où j'ai attendu. Parce que j'avais compris quelque chose que ma mère m'avait dit il y a bien longtemps. Margot, les menteurs finissent toujours par s'emmêler dans leur propre fil. Louise avait 3 ans maintenant. Une petite fille magnifique, aux cheveux blonds bouclés, aux yeux verts comme ceux d'Henri. Elle m'appelait Mamie. Et chaque fois qu'elle prononçait ce mot, mon cœur fondait. Je la gardais tous les jeudis, parfois les week-ends aussi. On lisait des histoires, on jouait dans le Luxembourg, on faisait des gâteaux. Ces moments étaient purs, loin de Céline, loin des mensonges. Juste Louise et moi. Thomas semblait heureux, en surface du moins. Il avait repris sa vie avec Céline. Ils habitaient un appartement du 11e arrondissement. Ils travaillaient énormément. Céline restait à la maison avec Louise. Quand il venait me voir, seul, je voyais la fatigue dans ses yeux. « Ça va, mon chéri ?»« Oui, maman. Juste beaucoup de travail. » Et Céline, elle va bien. Elle s'occupe de Louise. Mais il ne souriait pas en disant ça. La première fissure est apparue un jeudi de février. Louise était chez moi pour la journée. On jouait avec ses poupées dans le salon quand elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Mamie, pourquoi maman dit que tu es méchante ?» J'ai posé la poupée. « Quoi, ma chérie ?»« Maman dit que tu es méchante, que tu ne veux pas l'aider. »« L'aider comment ?» Louise a haussé les épaules, déjà distraite par autre chose. Mais moi, je suis restée figée. Le soir, quand Thomas est venu chercher Louise, je lui ai raconté. Il a froncé les sourcils. « Louise a dit ça ?»« Oui, mot pour mot. » Il a soupiré. Céline a peut-être dit quelque chose sans réfléchir. Tu sais, elle est fatiguée. Louise ne dort pas bien en ce moment. Thomas, une mère fatiguée ne dit pas à son enfant de 3 ans que sa grand-mère est méchante. Je vais lui en parler. Mais les semaines suivantes, les remarques ont continué. Louise me demandait pourquoi je ne donnais pas d'argent à maman. Pourquoi je ne les laissais pas habiter dans mon grand appartement.
Pourquoi je gardais tout pour moi? Des mots d'enfant, mais des mots soufflés par Céline. Un jeudi, Louise est arrivée avec un bleu sur le bras. « Ma chérie, que s'est-il passé? Maman m'a tiré fort parce que j'ai renversé du jus. Mon sang s'est glacé. Elle t'a fait mal? » Louise a hoché la tête, les larmes aux yeux. Elle a crié très fort. Papa n'était pas là. J'ai pris Louise dans mes bras et j'ai décidé de parler à Thomas. Ce soir-là, Thomas est arrivé en retard. Il avait l'air épuisé. « Thomas, il faut qu'on parle. »« Maman, pas maintenant. J'ai eu une journée horrible. C'est important. » Louise a un bleu sur le bras. Il a relevé la tête. « Quoi ?» Elle m'a dit que Céline l'avait tiré fort parce qu'elle avait renversé du jus. Thomas a fermé les yeux. « Maman ?» Thomas, regarde son bras. Il a soulevé la manche de Louise. Le bleu était là, petit, mais bien visible. « Louise, maman t'a fait ça ?» Louise a hoché la tête. Thomas a serré les dents. « D'accord, je vais en parler à Céline. » Mais parler ne suffisait plus. Parce que les semaines suivantes, j'ai commencé à voir d'autres choses. Louise arrivait parfois sale, mal coiffée. Elle avait faim. Elle se jetait sur les biscuits que je lui donnais. « Ma chérie, tu n'as pas déjeuné ?» Maman a oublié. Elle était au téléphone. Un jeudi, Louise est arrivée avec un sac rempli de vêtements. « Mamie, maman a dit que je reste dormir chez toi cette semaine. »« Toute la semaine ?»« Oui, elle part en voyage. » J'ai appelé Thomas immédiatement. « Thomas, Céline part en voyage ?»« Quoi ? Non. Enfin, je ne sais pas. Elle ne m'a rien dit. » Louise est ici avec un sac de vêtements. Céline lui a dit qu'elle restait toute la semaine. Silence. Je rappelle. 2 heures plus tard, Thomas m'a rappelé. Sa voix était froide. Céline est à Deauville, avec une amie. Elle a pris 1 semaine de vacances, sans me demander mon avis, sans organiser la garde de Louise. Thomas, elle a juste déposé Louise chez toi et elle est partie. Ce soir-là, Louise a dormi dans la chambre d'amis. Je l'ai bordée, lui ai lu une histoire. Mamie, tu es fâchée? Contre qui, ma chérie? Contre maman. Pourquoi dis-tu ça? Parce que papa dit que maman est égoïste. Mon cœur s'est serré. Non, ma chérie, je ne suis pas fâchée. Dors maintenant. Mais dans le salon, j'ai pris la photo encadrée de mon mariage. Henri, elle recommence. Elle abandonne sa fille, comme elle m'a abandonné sa conscience. Céline est revenue 1 semaine plus tard, bronzée, reposée, souriante. Elle est venue chercher Louise comme si de rien n'était. Mamie, merci infiniment d'avoir gardé Louise. Vous êtes un ange. Je l'ai regardée froidement. Céline, tu ne peux pas partir comme ça, sans prévenir Thomas, sans organiser la garde de ta fille. Elle a ri. Oh, maman, ne soyez pas si dramatique. Louise a adoré être avec vous. N'est-ce pas, ma chérie? Louise n'a rien dit. Mais Thomas, lui, n'a pas laissé passer. Ce soir-là, ils se sont disputés. Je ne l'ai su que le lendemain, quand Thomas est venu me voir, les yeux rouges. Maman, j'ai demandé le divorce. J'ai posé ma tasse. Encore? Oui, mais cette fois, c'est définitif. Il s'est effondré dans le fauteuil d'Henri. Je ne la reconnais plus. Ou plutôt, je la reconnais enfin. C'est la même femme qu'il y a 3 ans. Elle n'a jamais changé. Elle a juste joué un rôle. Que s'est-il passé? Quand je lui ai reproché d'être partie à Deauville sans me prévenir, elle a explosé. Elle a dit que j'étais étouffant, que je la contrôlais, que j'étais comme toi. Comme moi? Oui. Elle a dit que tu m'avais monté contre elle, que tu avais empoisonné notre mariage, que tu étais une vieille femme amère qui ne supportait pas de la voir heureuse. Les mots résonnaient comme un écho du passé. Vieille femme. Et puis, elle a dit autre chose. Quoi? Elle a dit qu'elle regrettait de ne pas avoir réussi à te mettre sous tutelle, que si elle avait réussi, on serait riche maintenant, que ta pension et ton appartement nous appartiendraient. J'ai fermé les yeux. Elle l'a dit devant toi? Oui, elle pensait que j'allais être d'accord. Elle pensait que, après 3 ans, j'aurais oublié, que je verrais les choses de son point de vue. Et je lui ai dit de partir. Mais Céline n'est pas partie, pas immédiatement. Elle a pleuré, supplié, promis de changer. Elle a utilisé Louise. Thomas, tu vas briser notre famille? Priver Louise de son père? Thomas a tenu bon. Non, je vais protéger Louise, de toi. La procédure de divorce a été lancée. Cette fois, Thomas a demandé la garde exclusive de Louise, avec un dossier solide, les bleus sur le bras de Louise, les témoignages de la crèche. Louise arrivait souvent tard, mal nourrie. Les preuves de négligence. Céline s'est effondrée, non pas de tristesse, de rage. Elle m'a appelé un soir. Sa voix était glaciale. « C'est vous, n'est-ce pas? Vous avez monté Thomas contre moi. » « Non, Céline, tu t'es montée toute seule. Vous êtes une vieille garce.
Vous m'avez tout pris. Je ne t'ai rien pris. Tu as tout perdu toute seule. Vous allez le regretter. Non, Céline, c'est toi qui vas le regretter. Elle a raccroché. Et pendant quelques semaines, il ne s'est rien passé. Le divorce avançait. Thomas avait obtenu la garde provisoire de Louise. Céline voyait sa fille un week-end sur 2. Mais elle ne venait pas toujours. Elle oubliait. Elle annulait à la dernière minute. Elle se désintéressait. Parce que Louise n'était plus utile. Et puis, j'ai reçu un appel. D'un numéro inconnu. Madame de Villiers? Oui. Ici, Maître Dubois, l'avocat de Madame Céline Moreau. Mon cœur s'est accéléré. Que voulez-vous? Ma cliente m'a demandé de vous contacter. Elle souhaite régler cette affaire à l'amiable. Quelle affaire? Le divorce, la garde de l'enfant. Ma cliente est prête à renoncer à ses droits parentaux, moyennant une compensation financière. J'ai serré le téléphone. Combien? 200 000 €. Elle vendait sa fille. Céline vendait sa propre fille. J'ai raccroché sans répondre. J'ai appelé Thomas immédiatement. Thomas, Maître Dubois vient de m'appeler. Céline veut renoncer à ses droits parentaux contre 200 000 €. Silence. Maman, elle a fait ça? Oui. Elle vend Louise? Oui. Thomas a pleuré au téléphone, comme un enfant. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Comment j'ai pu aimer quelqu'un comme ça? Parce qu'elle te montrait ce que tu voulais voir. C'est ce que font les menteurs. Thomas a refusé de payer. Il a dit à Maître Dubois que Céline pouvait renoncer gratuitement ou se battre devant le juge. Elle a choisi de renoncer, parce qu'elle savait qu'elle allait perdre. Les preuves de négligence étaient accablantes. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. Thomas a obtenu la garde exclusive de Louise. Céline avait un droit de visite supervisé, qu'elle n'a jamais exercé. 1 an après le divorce, j'ai appris que Céline avait quitté Paris. Elle était partie à Lyon, avec un nouvel homme, plus âgé, plus riche. Elle recommençait, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Thomas avait refait sa vie aussi. Il s'était concentré sur Louise, sur son travail. Il venait déjeuner tous les dimanches avec ma petite fille. On parlait, on riait, on vivait. Louise ne parlait jamais de sa mère, comme si Céline n'avait jamais existé. Et puis, 3 ans plus tard, j'ai reçu un appel, d'un hôpital de Lyon, une assistante sociale. Madame de Villiers? Oui. Nous avons une patiente ici. Madame Céline Moreau. Elle vous a désigné comme contact d'urgence. Pourquoi? Que s'est-il passé? Elle a fait une tentative de suicide. Elle est stable maintenant, mais elle demande à vous voir. J'ai pris le train pour Lyon le lendemain, pas par bonté, mais par curiosité. Je voulais voir, je voulais comprendre. L'hôpital Saint-Luc était un bâtiment gris, froid, lugubre. On m'a conduite au 3e étage, service psychiatrique. Une infirmière m'a guidée vers une chambre au bout d'un long couloir. Elle est dans un état fragile. Soyez douce. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue. Céline, assise sur le lit, le regard vide, les cheveux ternes, le visage amaigri, les yeux cernés. Elle ne ressemblait plus à rien, plus à la femme élégante qui prenait le thé dans mon salon, plus à la manipulatrice froide qui avait tenté de me voler ma vie. Juste une coquille vide. Elle a levé les yeux quand je suis entrée. Madame de Villiers, sa voix était faible. Vous êtes venue. Tu m'as demandé de venir. Elle a souri, un sourire triste. Je ne pensais pas que vous viendriez. Après tout ce que j'ai fait, je me suis assise sur la chaise à côté du lit. Pourquoi m'as-tu demandé de venir, Céline? Parce que vous aviez raison. J'ai attendu. J'ai tout perdu. Thomas, Louise, ma maison, mon argent, tout. Et l'homme avec qui tu étais partie à Lyon? Elle a ri. Un rire amer. Il m'a quittée il y a 6 mois, quand il a découvert que je n'avais plus rien, que je lui avais menti sur ma situation financière, sur ma famille, sur tout. Le silence a rempli la chambre. Madame de Villiers, vous m'aviez dit un jour que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça, peut-être pas avec ces mots, mais vous l'avez pensé. Je l'ai lu dans vos yeux. Elle a regardé par la fenêtre. J'ai passé ma vie à mentir, à manipuler, à prendre, et maintenant, je n'ai plus rien, plus personne. Même ma propre fille ne veut plus me voir. Tu l'as vendue, Céline. Tu as vendu tes droits parentaux contre de l'argent. Je sais. Elle s'est tournée vers moi. Et j'ai vu, pour la première fois, des larmes sincères. J'ai tout détruit. Et le pire, c'est que je le savais. Je savais que j'étais en train de détruire ma famille. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je voulais toujours plus. Plus d'argent, plus de confort, plus de sécurité. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Peur de manquer. Peur de redevenir la personne que j'étais avant. Pauvre, seule, insignifiante. J'ai regardé cette femme brisée. Cette femme qui avait essayé de me voler ma vie. Et j'ai ressenti
de la pitié. « Céline, qu'est-ce que tu veux de moi? Votre pardon. Je ne peux pas te le donner. Je sais. » Elle a fermé les yeux. « Je voulais juste que vous sachiez que... » J'ai compris. Trop tard. Mais j'ai compris. Je me suis levée. « Céline, j'espère que tu trouveras la paix. Vous aussi, Madame de Villiers. » J'ai quitté la chambre. J'ai marché dans ce long couloir d'hôpital. Et je me suis souvenu de cette phrase que j'avais pensée il y a 6 ans. Elle m'avait traité de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je n'ai jamais revu Céline. J'ai appris, quelques années plus tard, qu'elle vivait dans un petit studio à Marseille, seule, sans argent, sans famille. Elle travaillait comme caissière dans un supermarché. Je n'ai ressenti ni joie, ni satisfaction. Juste une forme de paix, parce que la justice n'était pas venue de moi. Elle était venue du temps, du karma, des choix qu'elle avait faits. Ce soir-là, de retour à Paris, j'ai pris la photo encadrée de mon mariage. Henri me souriait. Henri, c'est fini. Elle a payé. Pas par ma main, mais par la sienne. Parce que c'est ça, la vraie justice. Pas la vengeance, pas la colère. Juste le temps qui révèle la vérité et les conséquences naturelles de nos actes. Les années passent différemment après 70 ans. Elle ne court plus. Elle marche lentement, comme une vieille amie qui prend son temps. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. 8 ans se sont écoulés depuis cette matinée où un technicien a tourné l'écran d'un téléphone vers moi et où j'ai découvert qu'on préparait mon internement. 8 ans depuis que j'ai compris que la confiance peut être une arme. 8 ans depuis que j'ai appris que le silence peut être plus fort que la colère. Je suis assise dans mon salon du 16e arrondissement. Le même salon où Céline prenait le thé tous les mercredis. Le même salon où j'ai confronté la vérité. Le même salon où j'ai décidé de ne pas me venger, mais d'attendre que la vie fasse justice. Les parquets craquent toujours sous mes pas. Le marronnier dans la cour a perdu quelques branches, mais il tient bon, comme moi. Sur le buffet, la photo encadrée de mon mariage avec Henri est toujours là. Henri me sourit, figé dans ses 32 ans, tandis que moi, j'ai vieilli seule. Mes cheveux sont blancs maintenant. Mes mains tremblent un peu plus qu'avant, mais mon esprit est intact, contrairement à ce que Céline avait tenté de faire croire. Thomas vient déjeuner tous les dimanches. Il a 48 ans maintenant. Des cheveux gris sur les tempes, des rides au coin des yeux. Mais il sourit davantage qu'avant. Il a refait sa vie, il y a 3 ans, avec une femme douce et discrète prénommée Anaïs. Une professeure de littérature, veuve, qui ne cherche rien d'autre que la simplicité. Ils se sont mariés l'année dernière, dans une petite mairie de Bretagne. Un mariage simple. Juste nous 4. Thomas, Anaïs, Louise et moi. Louise a 11 ans maintenant. Une jeune fille magnifique, intelligente, curieuse. Elle a les yeux d'Henri et le sourire de Thomas. Elle ne se souvient presque plus de Céline. Ou plutôt, elle a choisi de ne plus s'en souvenir. Parfois, elle me pose des questions. « Mamie, pourquoi maman ne vient jamais me voir ? Parce qu'elle a fait des choix, ma chérie. Des choix qui l'ont éloignée de nous. Est-ce qu'elle m'aimait ? Cette question me brise toujours le cœur, parce que je ne sais pas quoi répondre. Céline aimait-elle Louise ? Ou n'aimait-elle que ce que Louise représentait? Un moyen de garder Thomas, un moyen d'accéder à mon héritage, un objet dans son grand plan. Je crois qu'elle t'aimait à sa manière, Louise, mais elle ne savait pas aimer correctement. Certaines personnes sont comme ça. Elles ne savent pas donner. Elles ne savent que prendre. Louise réfléchit toujours longuement à mes réponses. Elle est sage pour son âge. Trop sage, peut-être. Mais elle est heureuse. C'est tout ce qui compte. Il y a 6 mois, Louise m'a demandé quelque chose d'inattendu. « Mamie, tu peux me raconter ton histoire ? Avec maman ? Papa ne veut jamais en parler ?» J'ai hésité. Fallait-il lui raconter ? Fallait-il lui dire que sa mère avait essayé de voler sa grand-mère ? Que sa mère l'avait utilisée comme monnaie d'échange ? Mais Louise avait 11 ans. Elle n'était plus une enfant. Elle méritait la vérité. Alors je lui ai raconté. Pas tout, mais l'essentiel. Je lui ai raconté comment Céline était entrée dans nos vies comme une bénédiction. Comment j'avais cru avoir enfin la famille que je n'avais jamais eue. Comment, peu à peu, j'avais découvert les mensonges, les faux rapports médicaux, la surveillance, les plans d'internement. Et comment, un matin, un technicien m'avait sauvé la vie en me montrant la vérité. Louise m'a écouté sans m'interrompre. Ses yeux verts étaient fixés sur moi, graves, attentifs. À la fin, elle a dit quelque chose qui m'a surprise. « Mamie, tu ne t'es jamais vengée ? » ?»« Non. » »« Pourquoi ?» J'ai pris sa petite main dans la mienne. « Parce que la vengeance ne répare rien, ma chérie.
Elle ne fait qu'ajouter de la douleur à la douleur. J'ai choisi d'attendre, de protéger ce que j'avais, de laisser le temps faire son travail. Et le temps a fait son travail? Oui. Ta mère a tout perdu, pas parce que je l'ai punie, mais parce qu'elle a continué à faire les mêmes erreurs. Elle a menti, manipulé, trahi, et personne ne peut vivre comme ça éternellement. Louise a réfléchi longtemps, puis elle a dit quelque chose de magnifique. « Mamie, je ne veux jamais devenir comme elle. Tu ne le seras jamais, ma chérie, parce que tu as un cœur, et que tu sais déjà, à 11 ans, ce qu'elle n'a jamais compris, qu'on ne peut pas construire le bonheur sur le malheur des autres. » Ce jour-là, Louise m'a serré dans ses bras pendant longtemps, et j'ai compris que toute cette douleur avait eu un sens. Si mon histoire pouvait lui apprendre quelque chose, si elle pouvait grandir en sachant reconnaître les mensonges, en sachant se protéger, en sachant que le silence et la dignité sont parfois plus puissants que la colère. Alors oui, tout cela avait eu un sens. Aujourd'hui, Louise vient me voir tous les mercredis après l'école. Les mêmes mercredis où Céline venait autrefois. Mais c'est différent maintenant. Louise ne joue pas un rôle. Elle ne calcule rien. Elle vient parce qu'elle m'aime. On fait ses devoirs ensemble. On parle de ses amis, de ses rêves. Elle veut devenir avocate. Pour défendre les gens qui se font avoir, mamie. Comme toi. Mon cœur se gonfle chaque fois qu'elle dit ça. Un mercredi, Louise a remarqué la photo encadrée sur le buffet. « C'est qui, mamie ?»« C'est ton arrière-grand-père, Henri, mon mari. Il avait l'air gentil. Il l'était, très gentil. Tu lui parles encore ?» J'ai souri. « Oui, tous les jours. C'est bizarre. Non, ma chérie, c'est de l'amour. » Louise a pris la photo délicatement. « Mamie, quand tu seras plus là, je pourrai la garder pour me souvenir de toi ?» Les larmes me sont montées aux yeux. « Bien sûr, ma Louise, elle sera à toi. Je la mettrai dans ma chambre et je te parlerai aussi, comme tu parles à arrière-grand-père. » Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. L'héritage le plus précieux que je pouvais laisser à Louise n'était pas mon appartement, ni mon argent, ni mes meubles anciens. C'était cette leçon, cette histoire, cette sagesse arrachée à la douleur. Il y a quelques mois, Thomas m'a dit quelque chose qui m'a émue. « Maman, tu sais ce que je regrette le plus dans toute cette histoire ? » « Quoi, mon chéri ? » « De ne pas t'avoir cru plus tôt. Quand tu as commencé à avoir des doutes, j'aurais dû écouter ton instinct. » Je lui ai pris la main. « Thomas, tu ne pouvais pas savoir. Céline était très forte. Elle savait exactement comment te manipuler, comment me faire passer pour paranoïaque. Tu n'as rien à te reprocher. Mais j'aurais dû te faire plus confiance. Tu me faisais confiance. Mais tu faisais aussi confiance à ta femme. C'est normal. C'est humain. » Il a regardé par la fenêtre, pensif. « Parfois, je me demande si j'aurais pu sauver notre mariage, si j'avais été plus attentif, plus présent. Non, Thomas, tu n'aurais rien pu sauver, parce que Céline ne voulait pas être sauvée. Elle voulait prendre. Elle a toujours voulu prendre. Dès le premier jour. Comment tu fais pour ne pas être amère ? J'ai souri. Parce que l'amertume empoisonne. Et j'ai choisi de ne pas me laisser empoisonner. J'ai choisi de protéger ce qui compte. Toi, Louise, notre famille. Le reste n'a plus d'importance. Thomas m'a embrassé sur le front. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, maman. Non, mon chéri, je suis juste une femme qui a appris à survivre et à pardonner. Pas à Céline, mais à moi-même. À toi-même ? Pourquoi ? Pour avoir été aveugle, pour avoir fait confiance trop vite, pour avoir ouvert ma porte à quelqu'un qui voulait juste la voler. Thomas a secoué la tête. Maman, la confiance n'est pas une erreur. C'est Céline qui s'est trompée, pas toi. Ces mots m'ont guéri, plus que n'importe quelle vengeance, plus que n'importe quelle justice, parce qu'il venait de mon fils, et qu'il me disait que je n'étais pas responsable du mal que les autres font. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus seulement la trahison. Je vois aussi la leçon. J'ai appris qu'il existe des gens qui sourient en vous détruisant. J'ai appris que la gentillesse peut être une arme. J'ai appris que les mots « maman »,« famille »,« amour » peuvent être vidés de leur sens et utilisés comme des outils de manipulation. Mais j'ai aussi appris autre chose. J'ai appris que le temps est le meilleur juge, qu'on n'a pas besoin de se venger pour que la justice soit faite, que les menteurs finissent toujours par s'emmêler dans leur propre fils, et que la dignité, le silence et la patience sont parfois les armes les plus puissantes. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de Marseille, de Céline. Je l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur, quelques lignes. « Madame de Villiers, je ne sais pas si vous lirez cette lettre. Je ne sais même pas si vous voudrez la lire. Je voulais juste vous dire que je pense à vous. Souvent. Je pense à ce que j'ai fait, à ce que j'ai détruit. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je sais que c'est impossible.
Mais je voulais que vous sachiez que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Vous aviez raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'espère que Louise va bien. J'espère qu'elle sera plus heureuse que je ne l'ai été. Prenez soin de vous. Céline. J'ai relu cette lettre 3 fois. Puis, je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne lui ai pas répondu. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Céline avait compris. C'était déjà beaucoup. Mais comprendre ne répare pas. Comprendre n'efface pas. Ce soir, assise dans mon salon, je regarde la photo encadrée de mon mariage. Henri me sourit, comme toujours. Henri, notre histoire n'était pas parfaite, mais elle était vraie. Et c'est tout ce qui compte. J'ai vécu longtemps. J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai pleuré, j'ai été trahi. Mais je suis encore là, dans cet appartement qui sent la cire d'abeille et le thé Earl Grey, avec mon fils qui vient tous les dimanches, avec ma petite fille qui rêve de devenir avocate, avec mes souvenirs, mes cicatrices, mes leçons. Et si je pouvais donner un conseil à toutes les femmes qui m'écoutent, ce serait celui-ci. Faites confiance à votre instinct. Quand quelque chose ne va pas, même si tout le monde vous dit le contraire, écoutez cette petite voix au fond de vous. Elle sait. Protégez ce qui vous appartient. Vos papiers, vos comptes, votre intimité. La confiance est belle, mais la prudence est sage. Ne vous laissez jamais réduire au silence. Si quelqu'un essaie de vous faire passer pour folle, pour confuse, pour incapable, résistez. Trouvez des preuves. Documentez. Gardez des traces. Parce que les menteurs comptent sur votre silence. N'ayez pas peur de perdre des gens qui ne vous méritent pas. Parfois, dire non, partir, couper les ponts, c'est la chose la plus saine à faire, même si ça fait mal. Et surtout, n'oubliez jamais, la justice n'est pas toujours immédiate, mais elle arrive. Le temps révèle tout. Les mensonges s'effondrent, les masques tombent, et les gens récoltent ce qu'ils ont semé. Ma vie n'a pas été un conte de fées. Elle a été difficile, douloureuse, parfois injuste, mais elle a été mienne, et personne ne me l'a volée. Aujourd'hui, à 78 ans, je peux dire que je suis en paix, pas parce que tout s'est bien terminé, mais parce que j'ai survécu, parce que j'ai protégé ceux que j'aime, parce que j'ai gardé ma dignité. Et si cette histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à reconnaître les signes, à se protéger avant qu'il ne soit trop tard, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce chemin avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.